évidemment qu'il est inutile de présenter Michael Edwards dans cet amphithéâtre où il a déchaîné l'enthousiasme des foules pendant des années, mais chacun sait que sa présence ici était la plus nécessaire qui fut, puisque c'est un très grand poète à la fois en anglais et en français. La seule restriction, c'est ce que je disais hier, c'est qu'on ne peut pas dire que le français soit une autre langue que la sienne, de sorte qu'il ne s'applique pas exactement à notre cas de figure. Mais enfin, ne chicanons pas, il en est quand même bien proche. Oh, mon cher Michael, c'est tout. Vaut mieux, oui, merci. Vous voyez déjà que j'ai déjà oublié le système. Michel Zinc m'a donc invité à parler de ma propre expérience d'écrire de la poésie dans une langue qui, à l'origine, n'était pas la mienne, et à commenter un de mes poèmes. J'espère que vous l'avez. Bon. Sans cet encouragement, j'aurais hésité à me prendre pour sujet. Mais je comprends l'intérêt, vu le thème de notre colloque, de témoigner de l'intérieur, de la pratique surprenante pour moi, d'une deuxième langue devenue aussi intime que la première. Bien. Et écrire des poèmes en une langue étrangère me montre de la manière la plus sûre que la poésie constitue un autrement dit, une allégorie selon l'étymologie du mot, que l'on écrit toujours pour dire autrement. En français, pour un anglophone, tout diffère, tout change de face. Il ne lui semble plus habiter le monde qu'il avait cru indéniablement tel qu'il le voyait. Non seulement les noms des êtres et des choses ne sont plus les mêmes, mais encore la façon de nommer fascine par son originalité. Il s'aperçoit que pour saisir le réel comme un français, il faut développer, pour ainsi dire, une deuxième conscience, un mode jusqu'alors inconnu de penser, de sentir, de parler. Et l'initiation à cette deuxième langue se signale déjà comme poétique. Qu'est-ce qui frappe aussitôt dans une langue étrangère, sinon des sons inhabituels, une syntaxe insolite et plus tard un rythme qui étonne, précisément les aspects de la langue qui intéressent le poète tout autant que le sens à véhiculer. J'explique le charme qu'exerce sur moi la langue française par l'émerveillement que je ressentais à 11 ans et que j'interprète maintenant comme un éveil poétique devant les sons, la syntaxe, le rythme d'une nouvelle langue qui annonçait un nouveau monde. Écrire des poèmes en français permet d'écouter avec une grande attention la poésie du français, de la sonder en connaissance de cause et d'explorer l'univers inédit qu'elle semble receler. Écrire cet univers, l'observer changer par rapport à l'univers de l'anglais, constitue d'abord un immense plaisir, car c'est dans mes propres mots, ou plutôt dans les mots qui me sont donnés, et non plus dans ceux de Villon, de Ronsard, de Racine, de Baudelaire, d'Yves Bonnefoy, que ce changement a lieu. Mais s'apercevoir que le monde est autre en français, puis le dire autrement par des poèmes en français, dépasse le plaisir, vous met en rapport avec le changement essentiel, avec la création de l'autre dans le même, qui se trouve, j'en suis persuadé, au cœur de tout.
entre les deux langues, entre les deux poésies, dans les mots que je me trouve en train d'écrire et dans la parole que je finis par proférer, le réel s'anime à nouveau, m'échappe et me parle de son possible. Le don des langues nous signale que le même monde, autrement dit, et par conséquent observé sous une perspective insoupçonnée, possède la faculté de changer, d'ouvrir sur autre chose. Le don de la poésie, en développant les ressources de la langue, nous rend ce changement clair et attirant. Si le monde, en apparaissant dans une langue étrangère, devient lui-même étranger, le moi qui hante cette langue évolue de façon énigmatique, à la fois agréable et troublante. Et le trouble, ainsi que l'agrément, s'accroissent dans l'acte d'écrire, surtout en poésie, où tout se concentre, où le moindre détail compte, à cause de la tension créée par l'écoute des mots, les suspensions et reprises incessantes de la parole dans le passage des vers. L'étranger que l'on fait parler à sa place, ou qui se met à parler, en disant autrement le monde, se dit autrement, et semble avoir pris goût à mener une seconde vie. Quel que soit le sujet du poème, qui vient le plus souvent des circonstances du quotidien, du désir de connaître un fragment de l'inconnu, ou qui tombe du ciel, la conscience qui se constitue en écrivant, étrangère d'après les mots qu'elle prononce, paraît étrange au moi qui la regarde. Alors que le poète se dédouble toujours et peut s'étonner de ce qu'il écrit comme du jeu qui se met en branle, l'aberrance du moi, la porosité de ses limites, le possible qui semble l'attendre, se montre d'autant plus pressant quand tout arrive dans une seconde langue. On dirait que le moi se hasarde, se perd même, heureusement, mais avec une certaine inquiétude. Et l'abandon des repères ne relève pas uniquement du plaisir esthétique. La mort et la renaissance figurative du moi donnent, à leur niveau, sur la mort et la renaissance qui se tiennent au sein de la vie. Elle me parle de ce changement essentiel que j'ai déjà évoqué, du faire autre et du devenir autre qui décide de notre santé spirituelle. Mais encore une fois, changeais-je réellement par le simple fait d'écrire un poème en français, en substituant, pour ainsi dire, à moi français, au moi anglais, entrais-je peut-être dans un divertissement, une activité ludique débarrassée de la responsabilité des actes dans la vie réelle. Je change bien dans la mesure où tout ce que je contemple et ma manière de le contempler s'éloigne du familier, où je parle au milieu d'une étrange réalité, une langue étrange. J'active une autre mémoire et j'acquiers la présence d'un présent transfiguré. Cependant, le nœud du moi ne change pas et je retombe, une fois sorti du moi nouveau du poème, dans le moi ancien. Mais au moins, je rapporte avec moi, dans la prose du vécu, la suggestion d'un changement concevable dont l'autrement dit du poème est la promesse ou déjà l'ombre. Il n'empêche que le moi dans un poème étranger demeure mystérieux et montre à quel point le moi en poésie l'est toujours. Si la question qui parle dans un poème laisse perplexe, cette autre question, qui écrit le poème, me semble encore plus embarrassante et au fond plus instructive.
n'ayant toujours pas de réponse, mais sentant, pour citer un de mes poèmes, que l'on écoute à la fois ces vies qui reviennent et ce sage parler de personne, une absence du poète individu dont on pourrait serrer la main, mais en même temps sa présence réelle mais altérée, je risque l'expression « j'écris » avec un T, avec le verbe à la troisième personne, ou bien, si ce n'est pas trop tordre la langue, « j'écrire ». Lorsque j'écris en français, je comprends sans peine que l'aspiration à une langue universelle non seulement nous leurre, mais encore nous dessert en niant la discipline, l'émerveillement et l'estrangement que représentent les langues étrangères. Être d'origine anglaise constitue ici un gain. On cherche toujours à renouveler la poésie, même si d'autres soucis nous préoccupent davantage. J'ai écrit quelque part que la langue française a été pour moi une langue maternelle, dans le sens qu'elle m'a enfanté en tant qu'écrivain français. J'essaie maintenant de faire naître du sein du français une poésie inédite. Tout en explorant le différent dans le monde et le moi que le français fait apparaître, tout en devenant français dans l'acte d'écrire, je sais que je demeure anglais, que je suis anglais aussi, et que même sans que j'y pense, une certaine façon d'être anglaise va probablement intervenir. Une attention indéfectible aux détails du vécu, par exemple, une pluralité de perspectives et de tons, des jeux de mots parfaitement sérieux, un brin de ce qu'on appelle en France, avec un mouvement d'affection qui me touche, l'humour britannique. Maintenant que le français m'est devenu aussi familier, étant en plus la langue de ma famille, que l'anglais, j'apprends l'anglais comme une langue étrangère, où l'on dit par exemple vert feuillage au lieu de feuillage vert, avec le revirement existentiel et ontologique que cela entraîne. Mais je n'ai pas été arraché à ma langue d'origine. Poète en français et en anglais, j'écris en deux langues et je me réjouis d'œuvrer dans deux idiomes à la fois spontanés et étrangers. Je comprends très nettement qu'en poésie, et même dans sa propre langue, on cherche une langue étrangère aux routines du parler, du penser, du sentir habituel. Qu'écrire en poésie est toujours une extravagance. La langue de poésie est étrangère. Avec les mots les plus communs, elle dit autrement le moi et son monde. Écrivant en anglais, avec le français à l'esprit et avec toute une sensibilité française aux êtres et aux autres présences du réel que j'ai acquises peu à peu et depuis si longtemps, je peux aussi espérer apporter à la poésie anglaise une certaine ouverture aux ressources du français et à la manière d'être française. Il m'arrive également de créer des versions françaises de mes poèmes anglais, comme dans mon recueil Rivage mobile, et de créer des versions anglaises de mes poèmes français. Je précise qu'il ne s'agit pas de traduction. Et je me sens poussé parfois à écrire dans les deux langues en même temps et à composer des poèmes bilingues. Je commenterai un de ces poèmes, L'estrangement, qui est paru dans un livre de bibliophilie, Paris demeure, et à la fin d'un entretien dans la revue des Deux Mondes, et qui sera inclus dans mon prochain recueil, Paris Aubaine. Le commentaire aura pour but de montrer ce dont je viens de parler et, accessoirement, de m'aider à mieux connaître un poème dont j'étais loin de saisir la vie profonde en l'écrivant. L'estrangement.
Inspecting her woodcuts, I thought the Seine too sinewy, turmoiled, and yet l'eau grise sous la haute pierre s'anime de givre, se trouble là-bas dans les remous de sa présence unearthly que seul l'œil aveugle d'un couteau brings to bear. L'eau prompte carves a slow line, curving and then returning abruptly, a clay in sunlit air for high craft. Les muscles des eaux monstrueuses fascinent, pénètrent les voies du regard, on se perdrait à s'y mêler, à trop vouloir se pencher, lean closer to the waters of life, sur l'abîme admirable of drowned reflections, d'ombres englouties. Le poème naît de ma réaction devant plusieurs versions d'une gravure que Pascal Emery travaillait en vue de notre livre Paris demeure, où je m'étonnais de la turbulence de la scène. Après vérification, je compris que l'artiste avait raison et que la scène, que j'avais tenue pour relativement apprivoisée, par contraste avec la Tamise londonienne de Shakespeare et de Dickens, surabondante et dangereuse dans son insoumission à la marée, que la scène ne mène pas une vie tranquille, mais trépigne et se tord sur toute sa largeur. Le poème témoigne de mon erreur et jette sur la scène un regard nouveau. Commencer en anglais me vint spontanément, peut-être parce que j'avais pensé à la Tamise et réagi à une certaine distance, mais je voulais aussi que dans les premiers vers, l'anglais sonna d'une manière spécifiquement anglaise et percussive, quitte à légèrement exagérer. Inspecting her woodcuts, I thought the Seine too sinewy, turmoiled, and yet. J'exagère à peine. Examinant ces bois, je trouvais la scène trop nerveuse, trop agitée, et pourtant. On entend le caractère consonantique de l'anglais, c'est T, c'est S, et un rythme fondé sur la pulsation des accents et renforcé par l'enjambement, I thought the Seine, procédé fréquent en poésie anglaise. La suggestion en sinewy rappelle de Seine que grâce au son des mots, les phénomènes qu'il nomme se rapprochent ou s'identifient réellement, demeure la propriété commune, je crois, de toute poésie qui cherche l'être des choses en associant le son et le sens. Mais avec turmoiled, j'enrichis l'anglais d'un verbe archaïque et je rends l'agitation du fleuve plus forte et plus équivoque que si j'avais utilisé turmoil, le substantif courant. Dès l'arrivée du premier vers en français, l'eau grise sous la haute pierre, j'espère que l'on entend des sons tout différents, plus suaves, et une façon de nommer sans encombrement, avec les pierres des berges vues comme une seule pierre, accompagnées de l'article défini. La pierre, comme on dit la neige, l'arbre, répond ainsi à l'eau. Je pense que l'on entend également le caractère surtout vocalique du français et le jeu dans l'eau grise s'anime de givre, suivi par ce trouble dans les remous, entre les sons I
et ou, qui me semblent respectivement aigus et graves. L'idée n'était pas de faire joli, mais en sondant l'harmonie du français, de créer un poème, une œuvre, et de guider l'esprit qui écoute vers le menaçant là-bas et le mot unearthly. Le choix du français ou de l'anglais ne fut jamais gratuit. Unearthly se proposa sans y être invité, mais avec bonheur. Je suis de plus en plus conscient des mots français qui manquent en anglais, comme des mots anglais qui manquent en français. Unearthly, littéralement non terrestre, suggère, en indiquant ce qui ne semble pas appartenir à la terre, le surnaturel, le fantomatique, le sinistre. Le préfixe un porte la charge de l'idée. Le phénomène en question existe au-delà du connu. Il n'est pas, selon nos critères, tel uncanny, d'une inquiétante étrangeté. Les eaux de la Seine paraissent autres, par conséquent, sous plusieurs perspectives. Elles appartiennent bien à notre terre, mais constituent un élément irrespirable qui nous étoufferait. Leur vie, que le poème continuera d'approfondir, est impénétrable. Le mot unearthly, où se concentre leur singularité, lui-même étranger au lecteur français, peut le déconcerter à la fois par sa bizarrerie et par sa pertinence. Brings to bear se présenta également en dehors de ma volonté pour terminer cette assez longue phrase dans l'étrangèreté d'une expression qui signifie à peu près impose cette présence à notre attention en exerçant une pression sur le bois gravé et qui laisse voir que ce sont l'effort de l'artiste et le travail inconscient de sa gouge qui dévoilent la présence outre-terrestre du fleuve. Pour décrire la ligne que trace la Seine en traversant Paris, l'anglais s'imposa de nouveau pendant presque 3 vers. Cela me surprit. J'avais pensé que des mots anglais n'allaient intervenir qu'isolément. Le passage dans une autre langue s'explique sans doute par la grande distance entre les deux réalités à rapprocher. Les dessins gravés par une gouge sur le petit rectangle de bois et par la Seine dans le sol de la grande ville. J'entends dans l'eau prompte carves a slow line, curving and then returning abruptly, a clay in sunlit air for high craft, grave une ligne lente, suivant une courbe, puis se repliant brusquement sur soi, un clay, dans l'air ensoleillé, pour des avions hauts dans le ciel. J'entends ces jeux de mots réfléchis qui caractérisent souvent la poésie anglaise. L'eau de la Seine est prompte si on la regarde de la berge, mais ralentie sur un plan de la ville. Surtout, je grave moi-même une slow line, une ligne lente, mais aussi un vers lent en anglais, en groupant 3 syllabes accentuées, slow line curving, avant d'accélérer à la fin, pour qu'au début du vers suivant, le vers reparte brusquement. Lorsque je passe d'un là-bas observé d'un quai ou d'un pont à un avion dans le ciel, de façon assez vertigineuse, afin de souligner l'inusuel du monde qui s'ouvre dans le poème, j'attrape le mot craft, qui signifie en même temps l'avion, aircraft, et l'art, pour saluer le high craft, l'art supérieur de Paul Klee et de Pascal Emery, et pour suggérer que la ligne chercheuse de la Seine, étincelante au soleil,
révèle l'art de la nature. L'œuvre de la poésie consiste aussi à retrouver la mémoire des mots. En revenant au français avec muscle, un terme lui-même musclé, armé de consonnes et apte à achever un vers bien anglais, on découvre les eaux monstrueuses. On se souvient de Guivre, on saisit à l'aide également de muscles la vie incessante et quasi animale de la scène, mais on peut se rappeler aussi que monstre vient du latin monstrum, merveille, apparition surnaturelle, présage divin, et qu'il signifiait, en ancien français, prodige. Peut-être les eaux dangereuses évoquent-elles quelque chose d'à peine aperçu et hautement désirable. De même, l'abîme admirable de la fin du poème retrouve l'étymologie de l'adjectif et le sens qu'il possédait au XVIIe siècle, merveilleux. Dans la conclusion, je ressens avant tout le plaisir de tisser ensemble les deux langues, à trop vouloir se pencher, lean closer, to the waters of life, sur l'abîme admirable, of drowned reflections, d'ombres englouties. À trop vouloir se pencher plus près des eaux de la vie, sur l'abîme admirable de reflets noyés, d'ombres englouties. L'avant-dernier vers constitue même un alexandrin, to the waters of life, sur l'abîme admirable, et le dernier, malgré la présence du français, un pentamètre iambique, of drowned reflections, d'ombres englouties. L'absence d'accent sur la première syllabe d'englouti correspond à l'absence fréquente d'un ou même deux accents dans les pentamètres anglais. Pourtant, la fin du poème met en œuvre l'estrangement annoncé par le titre, le fait de s'éloigner du normal, de pénétrer dans l'étrange en devenant soi-même étrange. Les eaux du fleuve fascinent, on se perdrait à s'y mêler, l'enjambement marquant la prise de conscience du danger, l'hésitation, la séparation d'avec soi-même qui suivrait un saut dans le vide, mais elle représente néanmoins les eaux de la vie, le milieu aqueux où la vie est née, et leur abîme est admirable. On peut se demander si les eaux de la vie sont telles qu'il faut s'y perdre afin de renaître même et autre, les ombres du vieux moi étant englouties, et selon un autre jeu de mots tout à fait grave dans Reflections, les reflets de soi que l'on contemple et les réflexions où l'on se complaît étant finalement noyés. D'où aussi la raison radicale de la présence de deux langues dans un poème qui envisage un paradoxe fondamental, la vie et dans la mort, avec appréhension et sans l'espoir de tout comprendre et d'atteindre à la vraie sagesse, dans un ouvrage qui transforme en quelques vers un homme qui examine et juge des gravures en un homme qui se cherche et ne sait plus ce qu'il observe. Les deux langues soulignent l'étrangeté de ce qui se passe. Elles étrangent le lecteur qui, français, ne suit peut-être pas les passages en anglais ou qui, anglais, perd pied dans le français. J'ajoute qu'après avoir terminé le poème, j'ai découvert qu'il pourrait s'agir à la fin de baptême et de l'eau de la vie promise dans l'Apocalypse, que le regard vers le ciel et le soleil
vers la lumière d'en haut sert de contrepoids à la descente vers l'abîme et suggère l'illumination et la joie auxquelles cette descente pourrait conduire, que dans le même sens, le mot unearthly peut signifier sublime, céleste. J'ai saisi, en préparant cette communication, à quel point le poème est élémentaire, dans le sens qu'il oppose l'obscurité à la lumière, l'eau grise et les ombres à l'air ensoleillé, et qu'il évoque l'eau, l'air et la terre, celle-ci nommée dans Unearthly est représentée par la pierre du quai et le bois de l'artiste. Je me suis rendu compte avant tout que l'estrangement a pour sujet, pour un de ses sujets, le fait d'écrire dans une autre langue que la sienne. Il prend un chemin détourné. Il ne mentionne pas de poésie, mais la peinture de Klee et la gravure de Pascal Emery. Toutefois, l'estrangement qu'il provoque est en partie et d'emblée celui du poète, qui se perd déjà dans le français qu'il écrit, tout en se retrouvant continuellement dans des mots anglais, à moins qu'il ne se perde dans l'anglais et que ce soit le français qui le ramène dans le familier. À la relecture, le poème me revient comme le parler de personne, une voix qui avance toute seule, où je suis néanmoins totalement présent. Il représente, pour moi, et j'espère pour le lecteur, une manière étrange de dire, de voir et d'être. Je vous remercie.